Bienvenue à votre nouveau numéro des 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Lando Associés pour VK. Dans quelques instants, notre grand dossier sur la responsabilité financière des gestionnaires publics, un an de réforme. Mais tout de suite, les brèves, retrouvons Maître Éric Lando. Oui, merci Julien. Et tout de suite, les brèves de la semaine, effectivement, avec en matière d'agent, le fait que, dans le cas d'un policier, ne pas réagir à des propos racistes et sexistes tenus par des collègues sur un groupe WhatsApp expose cet agent à des sanctions, et puis des sanctions qui vont jusqu'à l'éviction. L'absence de droit à l'acquisition de jours de congé annuels pendant une absence, pour un motif autre qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle, n'est pas contraire à la Constitution, nous dit donc le Conseil constitutionnel. Mais souvenons-nous qu'en septembre dernier, la Cour de cassation, au nom du droit européen, avait estimé que les droits à congé maladie étaient acquis, effectivement, même pour des motifs autres qu'un accident de travail ou une maladie professionnelle, au nom du droit européen. Donc le débat n'est pas totalement clos. Et puis en matière d'agents toujours, d'affaires un peu rigolotes qui concernent Bordeaux, est-ce qu'une université peut supprimer un emploi par pur dépit de ce que son candidat préféré, le local de l'étape bien sûr, n'avait pas été intronisé par le CNU? Non, c'est pas légal, bien sûr. Et puis le Conseil d'État, toujours en matière d'agents, nous a rendu une décision intéressante le 13 février sur l'indemnisation des préjudices causés par des évictions illégales, 2 à la suite, par l'employeur public. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision intéressante concernant la France sur l'excuse de bonne foi lorsqu'il y a des allégations d'agression sexuelle. Le Conseil d'État a également rendu une décision intéressante en matière de contrat, avec une clarification sur le champ d'application du référé contractuel en Polynésie française et une autre décision sur ce qu'il faut faire lorsqu'un référé contractuel est présenté devant une juridiction incompétente. Le théâtre de Mayotte, de son côté, a eu à travailler sur la légalité ou pas d'un motif de rejet sur un manque d'expérience en milieu tropical, ce qui est plutôt amusant. Et puis le Conseil d'État a rendu une décision assez importante sur le contrôle du maître d'ouvrage qui n'implique pas un contrôle intégral sur les travaux eux-mêmes. Alors, évidemment, l'actualité du 14 février en dehors de la Saint-Valentin, c'était aussi les nombreuses annonces du Premier ministre en matière de logement, avec, tout le monde en a parlé, 22 premiers territoires engagés pour le logement qui ont été identifiés et un certain nombre de mesures de souplesse et puis l'idée d'une densification verticale. Je vous ai mis des résumés ici à l'écrit, n'hésitez pas à mettre sur pause. Puis en matière d'urbanisme, les Parisiens, c'est intéressant de savoir si une notification d'un recours peut valoir si elle est envoyée au maire d'arrondissement et pour maire de la ville. À la maire de la ville, la réponse étant oui, c'est bon, pour le requérant donc. Et puis une décision importante de la Cour de cassation. Vous savez qu'on peut commettre des faux. Ça peut arriver, il faut éviter de le faire bien sûr, mais ça peut arriver. Quand on en commet, est-ce que c'est un faux en écriture publique, qui est même un crime quand il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public, ou non, auquel cas on est sur un simple, entre guillemets, délit relevant de tribunal correctionnel. Eh bien, la Cour de cassation vient d'étendre énormément les cas où ça sera un crime quand c'est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée de mission de service public, parce que par exemple une simple lettre sur en tête suffit. Donc on a une extension par rapport à ce qui était la jurisprudence majoritaire antérieure sur le champ de ce qui relèvera du criminel. Diable. Et puis, en médias, évidemment, l'actualité a été surtout accaparée par la décision du Conseil d'État qui a censuré l'Arcom. Alors, l'Arcom avait souvent censuré la société CNews. Le Conseil d'État veut valider ça. Mais là, la question se posait, demandée par Reporters sans frontières, de savoir si l'Arcom n'aurait pas dû faire une nouvelle sanction. Et là, le Conseil d'État a censuré le refus de l'Arcom de faire une nouvelle sanction, en disant, non, à l'Arcom de réviser sa position sur CNews, d'adopter une vision très large de ce qu'est l'exploration pluraliste de différents courants de pensée et d'opinion, y compris pour les chroniqueurs, y compris pour des invités qui ne seraient pas des hommes politiques à proprement parler. Ça, c'est pas nouveau. C'est une confirmation de la jurisprudence antérieure du Conseil d'État. Et ce qui est beaucoup plus nouveau, l'Arcom, qui pour l'instant a un petit côté, une pratique consistant à minuter les temps de parole de ses intervenants, point barre, va imposer une vision plus large des choses. Conseil d'État, 13 février 2023. Évidemment, cette décision a donné lieu à beaucoup de polémiques dans les médias, notamment ceux concernés. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Merci. Alors, grand dossier sur la responsabilité financière des gestionnaires publics, un an de réforme, où en est-on? Nous accueillons
Maître Éric Landau, bien sûr. Bonjour, cher Éric. Bonjour. Et monsieur Lionel Legal, président du conseil d'administration de l'assurance mutuelle des fonctionnaires. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Alors, Éric, de quel régime parlons-nous ? Dans notre droit, il y a beaucoup de régimes de responsabilité. On peut devoir indemniser une victime, responsabilité civile ou administrative. On peut avoir sa responsabilité pénale engagée. On peut avoir du disciplinaire, même si c'est un petit peu autre chose que de la responsabilité. Et puis, il y a la responsabilité financière. Cette responsabilité financière dans le monde public, elle était divisée en 2 gros blocs jusqu'au 1er janvier 2023. Les comptables publics, ceux qu'on connaît, ou ceux qui s'immisçaient dans les fonctions du comptable, qui étaient comptables de fait, via une association qui était en fait contrôlée par l'administration, pour certaines dépenses pour lesquelles il y avait des mentions volontairement erronées sur un mandat de paiement, sur certaines recettes, ça peut être plein de choses. Les comptables donc, on leur faisait payer, je schématise, le trou qu'il y avait dans la caisse. Dans certains cas, ils étaient mis en débet sous toute une série de réserves. Et puis les ordonnateurs, et sur le papier les comptables, quant à eux, pour certains des ordonnateurs en tout cas, pouvaient relever d'une juridiction qui siégeait à Paris, à la Cour des comptes, qui s'appelait la Cour de discipline budgétaire et financière, qui rendait peu de décisions, mais dont les arrêts étaient très intéressants. Et donc là, on avait une logique, un peu comme dans le pénal, mais c'est pas du pénal. J'ai des infractions, on regarde si on les a constituées et commises, et celle-là, on peut être sanctionné. Évidemment, la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables était dénoncée comme en crise en dépit d'une réforme il y a une 12aine d'années. Quant à la responsabilité des ordinateurs était faible et surtout chacun se renvoyait la balle. Chacun disait non, c'est la faute au comptable, c'est la faute au ordinateur, alors ils étaient jugés séparément. On a fusionné tout ceci. Finalement, ce ne sont pas les chambres régionales ou territoriales des comptes qui ont été les juges de première instance, mais directement la Cour des comptes, avec en fait des ressources humaines qui viennent largement des chambres, mais ça c'est une autre histoire. Et on fait un peu comme ce qui était autrefois la CDBF. Si vous m'avez bien écouté, vous avez retenu que c'est donc, j'ai une liste d'infractions financières et un grand nombre d'ordonnateurs et beaucoup de comptables vont pouvoir s'expliquer au besoin ensemble pour justifier qu'ils n'ont pas commis telle ou telle infraction financière ou que c'est pas eux, mais que c'est pas moi le comptable, c'est l'ordonnateur ou réciproquement, etc. Ce régime a été mis en place au 1er janvier 2023 et c'est un nouveau mode de responsabilité qui est profondément vraiment renouvelé par rapport à ce qu'il y avait avant. Il s'agit donc d'un régime avec une liste d'infractions financières. De quelles infractions financières parlons-nous ? Oui, c'est ça. Il y a toute une liste d'infractions financières. Alors, il y en a une qui est un peu l'infraction financière balai, c'est celle du L131.9. C'est quand on ne respecte pas les règles de recettes ou de dépenses ou de gestion des biens. Et attention, qu'à cette occasion-là, on a une faute grave, commis une faute grave, et avec un préjudice financier significatif. Et notion susceptible de pas mal d'appréciation. Nous y reviendrons. Et avoir mal contrôlé ceci peut être également la commission de cette infraction. Le L131.10, juste après, c'est pour les emplois de direction d'un certain nombre d'organismes, le fait d'avoir causé un préjudice financier significatif, là encore par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts, par des carences graves dans les contrôles, etc. Les fautes de gestion censurées sont donc, à cette occasion-là, vraiment des carences lourdes, des choses lourdes. À noter aussi une infraction d'octroi d'avantages injustifiés. Alors quand on le formule comme ça, on pense à l'octroi d'avantages injustifiés du délit de favoritisme de l'article 432-14 du Code pénal. Non. Ça, c'est censuré en réalité via le 131.9 qu'on a vu tout à l'heure. Non, l'octroi d'avantages injustifiés, dans ce cadre-là, c'est un peu l'équivalent de la prise illégale d'intérêt pour l'article 432-12 du Code pénal. C'est le fait d'avoir donné des avantages à autrui ou, désormais, à soi-même. Il y a une infraction aussi sur le non-respect des règles en matière de contrôle budgétaire pour certains engagements de dépenses. Le fait d'avoir engagé des dépenses sans avoir la qualité d'ordonnateur, et puis 2 infractions très importantes, on va y revenir, sur l'inexécution des décisions de justice, et puis la gestion de faits, elle a failli disparaître finalement, ça reste bien une infraction financière. Donc, et puis il y a une infraction nouvelle aussi sur le fait de faire échec à une procédure de mandatement d'office. Et comment le juge les apprécie-t-il ? Comment le juge a-t-il apprécié tout ceci ? Il y a beaucoup de choses à dire.
Si je résume très très vite, on a des vrais risques sur les 2 infractions, sur la non-exécution des décisions de justice et probablement sur l'opposition à un mandatement. Là, il y a une certaine automaticité de la sanction, plus pour une des 2 infractions que sur l'autre, qui ont conduit dans l'affaire d'Ajaccio notamment à des choses importantes, et dans une autre affaire à descendre assez bas dans la hiérarchie des gens considérés comme ordonnateurs et qui suivaient les questions de contentieux. Confirmation aussi de ce qu'on savait déjà sous l'ancien régime de la CDBF, que dans ces poursuites, le parquet financier va pouvoir assez facilement jouer sur des prolongations des délais de prescription de manière très large. On sait aussi que il n'y a pas, c'est la fameuse affaire Alpexpo, puis il y en a une autre aussi, que quand on donne un cadeau à soi-même ou autrui, c'est censuré. Mais si c'est un cadeau donc à soi-même antérieur à 2023, ça ne sera pas censuré, sauf si on réussit à le censurer par d'autres infractions, ce que le juge a admis pour l'instant avec réticence. Vous avez vu que sur certaines infractions, on parle de fautes graves et d'enjeux de préjudice financier. Ce préjudice financier significatif va être apprécié en fonction des masses financières globales à traiter. Donc, évidemment, si je fais une erreur de 30 000 euros, ça risque d'être considéré comme constituant l'infraction pour une toute petite structure, parce que on est censé faire attention quand on voit cette somme-là. Si on est sur une structure qui brasse des millions, ça a pu passer inaperçu, ça ne sera pas censuré. Je simplifie. De même que, par exemple, la notion de préjudice financier pour les marchés publics, ça va pas être le montant du marché, mais un différentiel, difficile à estimer, entre ce qu'est la dépense effectivement faite par rapport à ce qu'elle aurait été faite si on avait bien respecté le droit de la compte publique. Pas toujours facile à estimer tout ça. On descend assez bas dans la hiérarchie, donc c'est un lien vraiment, c'est-à-dire que des gens qui suivent, qui sont des maillons essentiels dans la décision de par exemple de payer une somme ou de ne pas exécuter une décision de justice, peuvent se retrouver être considérés comme ordonnateurs parce qu'ils ont un peu de marge de manœuvre là-dessus. Et d'ailleurs, il y a un jeu complexe, assez subtil, un peu différent de à quoi nous sommes accoutumés, sur les ouvertures de parapluie pour se protéger. Autre élément aussi pour les entreprises publiques locales, les contrats de management de transition ou autres, on savait déjà qu'il fallait oublier, maintenant on sait que c'est une infraction financière en plus, donc vraiment, il faut oublier. À quoi un tel type de dossier ressemble-t-il ? À quoi ça ressemble ? Alors ça c'est passionnant. Mais c'était déjà le cas avant, la Cour des comptes ou la CDBF. On a des instructions très précises, très minutieuses, avec beaucoup d'échanges écrits, des affaires qui ne vont pas parfois jusqu'au bout, mais avec toujours beaucoup de poursuites, un échange parfois entre les rapporteurs, le parquet et les différents avocats. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez passionnant et c'est très bien fait. En termes de pure procédure, il y a des améliorations qu'on attend en termes notamment d'échange d'informations électroniques, mais ça va venir. Donc de ce point de vue-là, pour un juriste, c'est passionnant. En revanche, pour une personne poursuivie, c'est terrible. Alors vous allez me dire, le plafond des amendes, c'est 6 mois de rémunération avec quelques plafonds et quelques ajustements à ce que je viens de vous dire. Oui, mais quand vous êtes condamné, quand monsieur X, directeur général ou directeur financier de telle structure est condamné, que c'est publié partout, pour le CV c'est pas terrible. Et surtout, ce que je vois moi, aussi bien dans l'administration publique que dans les organismes de sécurité sociale, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement stressés, et légitimement, par ceci. C'est tout à fait évident. Et de ce point de vue-là, il faut vraiment avoir un travail à faire en amont dans les administrations publiques et les caisses de sécurité sociale pour éviter un certain nombre de dangers dans ce domaine, notamment sur les suivis de certaines dépenses ou de certains contentieux, où là il y a vraiment quelques nouveaux ajustements à avoir. Alors qui est concerné ? Les élus, les comptables, les cadres publics, jusqu'où descend-on dans la hiérarchie ? Alors, sur ce point, première remarque, oui, ça inclut les comptables, oui, ça inclut les cadres publics dès qu'ils semblent avoir en pratique la gestion d'un domaine. Par exemple, sous l'Ancien Régime, certes, mais des gens qui étaient en pratique directeurs financiers, en fédération sportive par exemple, ont pu être ceux qui étaient poursuivis. Et un agent qui suit les contentieux peut se retrouver
responsable alors qu'il n'imaginait pas un instant, voilà, qu'il a été d'ordonnateur, je suppose. Donc on va assez loin. Il y a une grande exception pour certains personnels de direction de cabinet et d'élus nationaux ou locaux, mais avec toute une série de dérogations. Ces élus peuvent être quand même justiciables de la Cour des comptes en première instance, puis après il y a une cour d'appel financière et après ça va au Conseil d'État, pour la gestion de faits, pour certaines infractions, notamment les refus d'exécuter des décisions de justice, etc. Quand ils vont réquisitionner le comptable, oui ça bien sûr c'est pas nouveau, et pour certains mandats qui ne sont pas l'accessoire obligé de leur mandat. Je suis désigné pour siéger dans une société publique locale en tant que représentant de la commune, c'est l'accessoire obligé de mon mandat, mais ensuite l'AG ou le conseil d'administration de cette société va m'élire président, ce n'est plus l'accessoire obligé du mandat, je redeviens justiciable de la Cour. Ce que je vous dis là est une simplification, évidemment, un brin outrancière. Dans la réforme des gestionnaires publics, les sanctions encourues étant des amendes, que faut-il couvrir en termes d'assurance ? L'offre de l'AMF se décompose en 4 garanties, qui sont des garanties nécessaires dans le cadre d'un accompagnement du gestionnaire public dès l'ouverture d'un contrôle. Souvent, les gestionnaires publics ont pensé dans le cadre de la réforme que ce qui était important, ce qu'il fallait éviter, ce qu'il fallait plutôt couvrir était l'amende. Or, l'amende n'est pas assurable. Mais ce ne sont pas les seuls coûts que devront supporter un gestionnaire public. Le premier étant la nécessité d'être défendu sur le plan juridique, pour justement ne pas avoir d'amende. Or, cela peut entraîner des coûts très importants. Et donc la première garantie est une protection juridique complète qui va du début, dès le lancement de la procédure, jusqu'à l'ensemble, donc la première instance, l'appel, la cassation, voire une question prioritaire de constitutionnalité, et même la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut. Donc nous couvrons l'ensemble de ces frais, et cela dans un plafond de 70 000 €. La deuxième garantie concerne les pertes pécuniaires. Alors, certes, nous ne couvrons pas l'amende, mais il y a d'autres pertes pécuniaires que peut rencontrer le justiciable, qui sont donc les frais de déplacement, les frais d'hôtellerie, pour rencontrer son avocat, pour aller à la Cour des comptes, pour aller chercher des documents. Et donc, cela, nous les prenons en compte. Nous prenons également en compte les conséquences issues d'une sanction managériale, puisque on pense souvent à la sanction juridique, mais rien n'empêche le supérieur hiérarchique du gestionnaire public de considérer que la personne ayant mal fait son travail, puisque le juge l'a reconnu comme tel, de le sanctionner de manière managériale, de réduire la part variable, de le changer d'affectation, de mettre fin à son emploi sur détachement fonctionnel. Cela peut être couvert par le contrat d'assurance. Enfin, nous apportons donc une assistance psychologique, puisque ce sont des procédures très dures à vivre, et une responsabilité civile, puisque dans le cadre de la réforme, cela n'a jamais été évoqué, mais une collectivité peut-elle se retourner contre son gestionnaire public pour demander la réparation du préjudice? Nous prévoyons donc une couverture contre cette demande à hauteur de 1 million €. Voilà l'ensemble des 4 garanties prévues dans notre contrat. Est-il possible que la collectivité prenne à sa charge les frais d'assurance ? Nous avons créé à côté de ce contrat donc APICO individuel, le contrat APICO Group, qui comporte ces 4 garanties, mais qui lui est un contrat de responsabilité civile auquel on a adjoint une protection juridique. Donc c'est d'abord le contrat de responsabilité civile pour couvrir la collectivité contre les dommages causés par leur gestionnaire public, leurs collaborateurs. Donc toujours c'est de responsabilité civile à hauteur d'1 million €, mais également d'autres responsabilités civiles pour couvrir les erreurs de RIB, les fraudes au virement, les erreurs de caisse, pour que la collectivité puisse être dédommagée du comportement ou des erreurs que peuvent commettre leurs gestionnaires publics. À côté de cela, nous avons adjoint une protection juridique pour défendre le gestionnaire public devant donc la Cour des comptes. Cette protection juridique est exactement la même que dans le cadre de l'APICO individuel, avec une enveloppe donc très large, allant jusqu'à 70 000 €, permettant d'exercer l'ensemble des procédures. Donc c'est une protection juridique très haut de gamme. Enfin, une assistance psychologique, ce qui est normal qu'une collectivité publique donc accompagne leurs collaborateurs dans ces moments, et puis donc les pertes pécuniaires, mais limitées uniquement aux frais de déplacement des collaborateurs, des nuitées.
les pertes pécuniaires liées à la rémunération ne sont pas couvertes dans ce cadre-là, puisque c'est la collectivité elle-même qui sanctionne de manière managériale leurs collaborateurs. Donc évidemment, elle ne va pas s'assurer pour eux. Eh bien, cher Eric, merci à toi. Merci, au revoir. Monsieur Le Gall, merci à vous. Au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro des 10 minutes juridiques par le cabinet d'avocats Londo Associés pour VK. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.